Donc bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir bien voulu nous rejoindre ce soir dans la salle synodale de la Maison diocésaine qui nous a accueillis avec bienveillance. Cette soirée est organisée au profit du Téléthon et vos dons seront les bienvenus. Je vais donner la parole à Madame Béatrice Perrier. Bonsoir, je ne vais pas vous accabler de chiffres, ni de dates, ni quoi que ce soit. Simplement, l'idée, c'est que le Téléthon est né c'est des familles qui l'ont créé il y a très longtemps maintenant parce qu'elles avaient leurs enfants qui mouraient de maladies donc génétiques, mais à l'époque, on ne savait pas que c'était des maladies génétiques. Depuis, il y a eu des progrès incroyables puisque, ne serait-ce qu'il y a quelques années, les enfants mouraient très jeunes. Et que là, depuis 2020, la thérapie génique a réussi à faire qu'il y ait des traitements, donc sous forme d'une injection. Et donc, vous verrez dans la brochure là, qui vous a été mise sur vos chaises que des enfants qui étaient donc voués à pas dépasser les 2 ans, maintenant ont une espérance de vie beaucoup plus longue. Voilà. Et à savoir aussi, parce que je pense que c'est très important, c'est que grâce à toutes les analyses qui ont été faites, à toutes les recherches sur les maladies, grâce effectivement à la recherche au niveau de l'ADN notamment, maintenant il y a des maladies qui n'ont plus rien à voir, enfin qui n'ont rien à voir spécifiquement avec les maladies des myopathies et tout ça, mais qui donc musculaires, mais qui soignent l'ADLMA, des cancers, des maladies du foie. Donc tout le monde est touché. C'est pas que les familles qui ont des enfants ayant atteint de ces maladies-là. Voilà. Donc effectivement cette soirée, on avait imaginé de l'organiser et donc je remercie tout Monsieur Benguigui d'être là pour vous apporter cette conférence qui, à mon avis, va être passionnante. Donc il avait proposé une conférence sur les justes et comme le thème du Téléthon cette année c'est la lumière, donc j'ai proposé qu'elle s'appelle Lumière sur les justes. Voilà, ce qui me paraissait en plus assez évident. Et donc, écoutez, je ne vais pas non plus vous cacher que nous sommes là pour récupérer des fonds pour le Téléthon et que donc, merci pour votre générosité. Il y a une boîte à dons qui est à la sortie. Voilà, merci beaucoup et très bonne soirée. Merci Béatrice. Donc je vais me présenter. Je suis Émine Tokmak, vice-présidente déléguée aux Compagnons d'Ozanam de la Société Saint-Vincent de Paul d'Angoulême. La conférence de ce soir est la deuxième sur le thème du vivre ensemble. La conférence de la Société Saint-Vincent de Paul d'Angoulême a sollicité l'AJAC, Association des Juifs d'Angoulême et de la Charente, pour mettre en lumière les justes, d'où le titre de la conférence « Lumière sur les justes », qui est présentée par M. Gérard Benguigui, président de l'AJAC et délégué régional du comité français pour Yad Vashem. Et à ce titre, il a toute légitimité pour s'exprimer sur les justes et leur délivrer leur médaille. Il a aussi écrit 2 ouvrages sur la déportation et la spoliation des Juifs de la Charente. Et d'ailleurs, son prochain livre sort courant décembre. Tout d'abord, on va lancer une vidéo de présentation qui dure à peu près 7 minutes avant de donner la parole à M. Gérard Benguigui. Merci.
de montrer aux Allemands que la France peut toujours faire passer des lois sur tout son territoire, si elle le veut, même aussi sur la partie occupée. Mais ça sera sur le dos des Juifs. לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו. לכל איש יש שם שנתנו לו קומתו ואופן חיוכו ונתן לו האריג. לכל איש יש שם שנתנו לו ההרים ונתנו לו כתליו. לכל איש יש שם שנתנו לו המזלות ונתנו לו שכנה. לכל איש יש שם des posters de deux côtés du couloir. Celui-ci a été fait par une école d'enfants handicapés avec lesquels nous avons travaillé pendant 2 ans. L'équipe de Yad Vashem allait donc à l'école à Tel Aviv, leur enseigner ce que c'était la Shoah, des cours sur l'idéologie nazie, la vie au quotidien dans les ghettos, les camps d'extermination, le retour à la vie, la libération, les dilemmes moraux, etc. À la fin de ce processus éducatif, ils ont donc créé ce que représente pour eux la Shoah. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la visite de l'école internationale pour l'enseignement de la Shoah. Et ça, j'ai trouvé ça formidable parce que ma conviction intime, et pour l'avoir vécu moi-même puisque j'étais enseignante avant, c'est que c'est vraiment avec les jeunes générations qu'il faut transmettre cette histoire. Le travail qui est fait à cette école internationale, avec justement des formations de formateurs, c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on fasse connaître et qui se développe dans des relations avec la France et les autres pays également. Je trouve ça très impressionnant. Ces pulses qui manquent, je trouve, dans les... Celles-ci sont... Ces pièces qui manquent dans une famille, quoi. C'est terrible. זה עבר, זה נגמר, קצה חלום ודי, כל הזמן שנשר בין אצבעותיי, זה עבר, זה נגמר, לתמיד אולי, מעגל שנסגר ונשאר 148 villages dans toute la France ont choisi d'honorer les justes parmi les nations et d'autres communes le feront bientôt, notamment à Moissac, car pour elles, il faut transmettre 3 messages. Le premier, c'est honorer la mémoire de celles et ceux qui ont refusé les lois scélérates de l'État de Vichy. Le deuxième message, c'est honorer la mémoire de celles et ceux qui ont été sauvés par des personnes courageuses, justes et fraternelles. Et le troisième message, c'est d'honorer la mémoire de toutes celles et de tous ceux qui n'ont pas trouvé de juste sur leur chemin, un chemin de douleur et qui les a conduits à l'anéantissement.
Cette vidéo est très bien faite, n'est-ce pas? Vous savez tout, vous pouvez rentrer chez vous. Plus sérieusement, merci à tous d'être présents, nombreux, compte tenu notamment des conditions météo et puis des circonstances qui nous imposent de porter un masque. Avec votre permission, je vais vous demander de garder le vôtre, mais m'autoriser à baisser le mien pour parler de manière plus intelligible. Les Justes, vous avez vu donc cette vidéo qui montre, on l'a faite il y a 3 ans à peu près, qui a été tournée au centre Yad Vashem de Jérusalem, et c'est une sorte de reportage sur un voyage des mères. Vous avez vu des messieurs dames avec des écharpes tricolores. Nous y reviendrons. On ne peut pas parler des Justes sans évoquer d'abord le contexte historique dans lequel ils ont agi. Ce contexte historique, vous le savez, c'est celui de la Seconde Guerre mondiale. Mais je crois qu'il faut remonter un petit peu plus loin pour mieux comprendre ce qui s'est passé et comment on en est arrivé à ce qu'il est convenu d'appeler une catastrophe humaine hors norme. Tout d'abord, en France, à la fin du XIXe siècle, l'affaire Dreyfus, qui s'est située à cheval sur les 2 siècles, fin du XIXe, début du XXe. Cette affaire Dreyfus avait clivé complètement la société française. Il y avait ceux qui étaient pour, il y avait ceux qui étaient contre, vous connaissez l'histoire, on ne va pas développer, ce n'est pas le thème aujourd'hui, mais c'est important de le rappeler parce qu'il y avait déjà une sorte de séparation matérialisée entre 2 France. Puis, c'est resté dans les mémoires. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, sachant que le nazisme, lui, s'était installé en 1933 et a développé ses thèses raciales et antisémites de 1933 à 1938, et si l'on peut dire, les esprits étaient mûrs quand la guerre a éclaté en 1939. Cette guerre a abouti très vite à une occupation de notre pays, la France, et cette occupation, vous en connaissez, on en souffre encore aujourd'hui, on en connaît les conséquences. On est en Charente, terre de résistance, ça voulait dire une présence militaire étrangère à tous les niveaux de la vie administrative et de la vie sociale des Français. En Charente, une centaine, 97 je crois, exactement, résistants arrêtés, torturés, fusillés. C'est d'autres exactions concernant les gens du voyage, qu'on appelait à l'époque les tziganes, incarcérés de manière honteuse ici à Angoulême, que je n'oublie pas les réfugiés politiques espagnols, qu'on a envoyés dans un camp de concentration autrichien sans que les Allemands ne le demandent. Et bien sûr, last but not least, j'aime pas trop parler en anglais, l'arrestation et la déportation des Juifs en Charente, ça n'est pas rien, je crois, 660 personnes envoyées à Auschwitz-Birkenau, et sur ces 660, il y en a à peine 5-6 qui sont revenues vivantes. Donc, ce sont des rappels historiques qui ne sont pas inutiles, parce que si on n'a pas tout cela en tête, on ne peut pas prendre la mesure du courage qu'il fallait à quelques rares citoyens français pour s'opposer à cette barbarie. Et du courage, il en fallait. J'en veux pour preuve. Essayons d'imaginer, faire un petit retour en arrière. On est en 1942, on frappe à votre porte, vous hésitez à ouvrir parce qu'on a toujours peur d'ouvrir la porte pendant la guerre. Il fait nuit, il fait froid,
et vous voyez derrière votre porte 5-6 personnes hébétées, grelottant de froid, sales, qui vous demandent de les héberger. Qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'ils sont installés chez vous parce que vous leur avez ouvert la porte, vous allez les mettre à la rue au petit matin? Oui ou non? Je ne sais pas. Probablement. Et puis, quand vous prenez conscience des risques que vous prenez, parce que ces gens-là sont pourchassés, ils sont majoritairement juifs, c'est de cela que je suis venu vous parler ce soir, mais il n'y a pas que les juifs qui ont souffert pendant la guerre. Il y a eu aussi des résistants qui devaient se cacher, des aviateurs anglais dont les avions avaient été abattus, Château-Bernard, où on va inaugurer une expo dans pas longtemps, il y avait la base aérienne, donc il y avait beaucoup de combats aériens, beaucoup d'avions de la Royal Air Force abattus, et que sais-je encore. Donc il faut prendre conscience de tout cela pour imaginer cette notion de sacrifice, cette notion d'humanité qui les animait pour pouvoir accepter sur le long terme, ça pouvait durer quelques mois, quelques années, caché chez soi, en mettant en danger sa propre famille et soi-même, bien sûr, des étrangers qui avaient besoin d'être cachés. Qu'est-ce qui pouvait motiver ces gens-là? On est ici dans un lieu de religion. Beaucoup étaient catholiques. Ils agissaient en fonction de leurs convictions chrétiennes, ce qui n'était sûrement pas très facile d'ailleurs, parce que, on me pardonnera de le rappeler, l'Église à cette époque-là était ouvertement antisémite, un vieil héritage médiéval, vous connaissez l'histoire, mais surtout la hiérarchie catholique de l'époque était assez hostile aux Juifs. Je ne crois pas me tromper en rappelant que sur tous les évêques de France, seuls 4 d'entre eux ont agi contrairement aux instructions écrites ou non écrites. Il n'y a pas eu de véritable instruction. Et aidez-moi si ma mémoire me fait défaut, Monseigneur Gerlier à Lyon, Monseigneur Saliège, j'aurais dû commencer par lui, archevêque de Toulouse, Monseigneur Théas de Montauban et Monseigneur Raymond, évêque de Nice. Évêque de Nice qui était d'ailleurs l'oncle de l'historien René Raymond, qui dans un deuxième temps a été nommé président d'une commission dans le cadre de la spoliation des Juifs, d'ailleurs. Donc, 4 évêques, c'est pas beaucoup. Un bémol sur l'attitude du pape. Vous savez on continue de parler, de s'interroger sur le rôle du pape Pie XII. Je ne suis pas son avocat et je n'ai pas l'intention de le devenir. Mais toutefois, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai appris relativement récemment que le pape Pie XII avait transformé une aile de la résidence d'été des papes à Castel Gandolfo en maternité pour les femmes juives qui étaient enceintes et pourchassées. Alors, je ne vais pas développer le rôle de l'Église, ce n'est pas le thème, mais c'est quand même intéressant d'en rappeler au moins l'ambiguïté. Le discours officiel, c'était effectivement le juif déicide, etc. Vous savez tout ça. Mais en même temps, on sait aujourd'hui que dans toute l'Europe, les établissements religieux ont caché des familles juives parce qu'elles étaient pourchassées et en danger. On sait aussi que ces mêmes établissements ont quelquefois aidé les nazis à fuir à la fin de la guerre. Ils étaient pourchassés aussi, dans une certaine mesure. Mais cette attitude ambiguë
et contradictoire, on l'a retrouvé un petit peu à tous les échelons dans la société française. Donc, il y a des curés qui ont caché des juifs, qui ont trafiqué les registres de baptême pour donner une nouvelle identité à des enfants qui étaient scolarisés chez eux, etc., etc. Et d'autres qui étaient très complaisants à l'égard du régime de Vichy et qui n'ont pas jugé bon de se mobiliser. Il faut rappeler, et là aussi, je ne suis pas l'avocat de la hiérarchie chrétienne française, mais quand la Troisième République est arrivée au pouvoir, la première décision qu'elle a prise, c'est de supprimer les subventions à l'école privée. À l'époque, école privée, ça voulait dire école catholique. Vous comprenez que quand le gouvernement de Vichy est arrivé, sa première décision aussi a été de rétablir les financements. Donc, évidemment, ça leur a fait plaisir et on le comprend. Mais bon, je vais arrêter là, parce que je ne veux pas qu'on me vire avant la fin de la conférence. On ne peut pas parler des justes sans parler de ce qu'est le judaïsme. Dans le judaïsme, il y a une chose qui est très importante, c'est la mémoire. Ce n'est pas vrai que pour les juifs, mais c'est particulièrement vrai dans le judaïsme. Et d'ailleurs, c'est une chose dont on n'a pas vraiment conscience. Les fêtes juives correspondent, dans le calendrier grégorien, par exemple, ici en France, ce que nous, on appelle des fêtes religieuses, ça correspond aux fêtes laïques ici. Je m'explique. Quand, par exemple, on fête Pâques, la Pâque juive, c'est la fuite d'Égypte, c'est le retour à la liberté pour le peuple. L'équivalent, c'est le 14 juillet, si vous voulez. 14 juillet, fête laïque, fête de Pâques, fête religieuse, mais qui commémore deux événements qui signifient la même chose pour les êtres humains, le retour à la liberté. Donc c'est important de le rappeler, il y en a d'autres, je peux vous citer d'autres exemples. Là, on est en ce moment d'ailleurs, le 7 ou 8e jour de Hanouka. Il y a quelques amis ici. Est-ce qu'on est le 7e jour de Hanouka ? 7e jour. C'est une fête juive importante qui commémore une victoire militaire de Judas Maccabée, des Asmonéens, tribu des Asmonéens, sur les Séleucides, qui sont en quelque sorte les ancêtres des Syriens d'aujourd'hui, des Grecs. Il y a eu une bataille qui a été gagnée par les Asmonéens, donc par les Juifs, si vous voulez, et c'est commémoré dans le rituel juif comme une fête religieuse, mais c'est une fête religieuse, c'est comme si on disait qu'une bataille de Napoléon était devenue une fête religieuse chez nous, alors que c'est une fête, ça serait une fête laïque. Vous comprenez ? Donc cette notion, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, cette notion de mémoire est extrêmement importante. Et lorsque l'État d'Israël a été créé en 1948, dans un contexte historique pour le moins chaotique, vous connaissez l'histoire. Dès 1953, donc le pays était à peine sorti des fonds baptismaux, si on m'autorise cette expression, que des dirigeants là-bas, mais des gens de la société civile, ont éprouvé le besoin de rendre hommage d'abord aux 6 millions de victimes juives de ce qu'on appelle maintenant la Shoah, de rendre compte de comment les choses se sont passées, des actes d'héroïsme qu'il y a eu pour sauver des Juifs de 36 manières différentes, et également de rendre un hommage particulier à ceux qu'on a décidé d'appeler, en prenant l'expression dans des textes très anciens,
en l'occurrence la Bible, dans le livre d'Isaïe, 5, 56, pour ceux qui connaissent un petit peu la Bible, c'est Isaïe qui dit « Et je leur donnerai dans ma maison un mémorial et un nom qui ne seront jamais oubliés. » En hébreu, ça donne Yad Vashem, un mémorial et un nom. Les mots en hébreu veulent dire plusieurs choses souvent, parce que Yad, ça veut dire aussi la main. S'il y a parmi vous... il y avait autrefois un prêtre, ici, qui malheureusement est décédé, paix à son âme, le père Jean Blois, je ne sais pas qui certains l'ont connu, qui connaissait l'hébreu mieux que les Israéliens eux-mêmes. Et c'est lui qui m'a appris beaucoup de choses en hébreu. Donc, Yad, ça veut dire main, et ça veut dire aussi monument mémorial. C'est ce mot-là, cette traduction-là qu'il faut retenir, bien sûr, quand on parle de Yad Vashem. Et Shem, ça veut dire le nom. Pourquoi ce nom-là? Pourquoi cette expression, cette locution, ce double nom? Qu'est-ce qu'ont voulu faire les nazis en éliminant physiquement les Juifs et aujourd'hui en continuant d'en nier la mort? Ils ont voulu non seulement les faire disparaître de la surface de la terre, ils les ont brûlés, hein, en brûlant on fait vraiment disparaître les restes d'un corps, mais ils ont cherché à faire oublier même leur nom. Leur existence sur Terre est complètement gommée, d'où le tatouage des numéros sur le bras. Ils n'avaient plus de nom, ils avaient un numéro. Aujourd'hui, je suppose qu'on leur aurait mis un QR code. Donc, c'est très important, symboliquement, un mémorial pour le souvenir et un nom pour leur redonner une identité humaine. Et tout à l'heure, vous avez vu dans la vidéo, ça se termine, et d'ailleurs, je crois qu'on l'a... Je ne sais pas s'il y en aura assez pour tout le monde, mais je vous distribuerai en avant-première un document qu'on a fait pour l'exposition. C'est ce qu'on appelle la salle des noms. Le mémorial de Yad Vashem, dont vous avez eu un petit aperçu tout à l'heure, c'est aussi fixé comme objectif de redonner leur nom aux 6 millions de victimes. Ça a l'air de rien, mais c'est un travail qui a commencé il y a 40 ans, 45 ans, et qui n'est pas terminé. On en est aujourd'hui à 4 600 000, 700 000 à peu près. Ça avance tous les jours. Mais c'est très difficile, parce que les registres d'état civil ont disparu, parce que les Juifs en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, en Bulgarie, en Ukraine, étaient des sous-citoyens qui n'étaient pas forcément comptabilisés, si j'ose dire, dans les registres d'état civil. Et aujourd'hui, les recherches s'orientent surtout vers l'Ukraine, mais elles sont un peu bloquées parce que l'Ukraine, si vous regardez la télévision ou vous écoutez la radio, vous le savez, c'est un pays en guerre et qui est en grand danger aujourd'hui. Et en Ukraine, un petit mot, parce que ce n'est pas hors sujet, un prêtre catholique a commencé il y a 12-14 ans, le père Patrick Desbois, un remarquable travail de mémoire. Alors, il est controversé par certains historiens, je ne rentrerai pas dans le détail. Moi, je fais référence à son travail, et qui est un travail sérieux. Il a retrouvé déjà des dizaines de fosses communes en Ukraine, et quelquefois avec des papiers d'identité encore lisibles. Donc ce travail est un travail de longue haleine, mais qui est loin d'être terminé. Encore un mot, la Shoah dans cette région-là, donc les 3 républiques baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Ukraine, Bélarus, j'allais oublier le Bélarus, dont on parle pas mal en ce moment aussi, Bélarus. Les Juifs ont été exécutés à la balle, au fusil. Mais c'était trop lent et trop coûteux. C'est comme ça qu'on a après testé les gaz, le Zyklon B, le fameux Zyklon B d'Auschwitz.
c'est pas un scoop, mais très peu de gens le savent, la molécule de base pour fabriquer le Zyklon B, qui était un insecticide, a été, pas toujours, mais plus que partiellement, fabriquée en France, dans un village le bien nommé, et ça m'a fait très mal, parce que ce village, je l'ai connu, qui est un beau village, Villers-Saint-Sépulcre, dans l'Oise. À l'époque, il y avait, ça ne s'appelait pas PUK, Péchinet Ugine Kuhlmann, mais je crois que ça s'appelait déjà Ugine, la pétrochimie. Hein. Et donc le gaz a été fabriqué là-bas, le gaz qu'on a par la suite utilisé à Auschwitz, essentiellement Auschwitz, un peu Treblinka. Je m'égare, j'étais en train de vous parler de la Shoah par balle. Le père des Bois a découvert des fosses communes, mais on n'imagine pas ce que c'est qu'une fosse commune. Ce n'est pas un petit trou où on met 3, 4 ou 12 cadavres. Les plus petites, pour autant qu'on le sache aujourd'hui, hein, il y a encore des choses à découvrir, c'était 300 personnes. Ça allait de 300 à 3000 et la moyenne à 1000. Et quand on entend des gens qui disent on n'était pas au courant, etc., dans cette région-là, au moins, mais cette région qui fait 5-6 pays, quand les Allemands avaient décidé d'exécuter les Juifs, de les rafler, de les exécuter, c'était annoncé avec des haut-parleurs, comme le cirque Pinder annonce aujourd'hui sa venue. Et on pouvait y vendre des brioches à côté pendant les exécutions. Donc, tout le village était au courant, toutes les petites villes étaient parfaitement au courant de ce qui allait se passer, parce que c'était rendu public, et les Allemands, en agissant ainsi, voulaient inspirer aussi aux populations conquises la terreur, bien évidemment. Mais c'était aussi du cynisme. Et pour ma part, c'est ce que je retiens. Donc je reviens à la création de Juste. 1948, création de l'État d'Israël. 1953, création de Yad Vashem pour cette mémoire et l'entretenir et la développer. Dernier point que j'ai failli oublier, mais qui est le plus important, c'est l'éducation. Le musée que vous avez vu, c'est aussi une université qui reçoit plusieurs milliers de chercheurs, d'universitaires, tous les ans qui viennent du monde entier, y compris des profs d'histoire en général, français, à hauteur de au moins 60 par an. Hors période Covid, donc là, je suis désolé, mais 2020-2021, 0, pour des raisons évidentes. Et il faut savoir aussi que c'est un musée, c'est un mémorial, c'est un lieu de souvenir, il y a une crypte, et il a été classé au niveau mondial le 5e plus beau musée à caractère pédagogique de la planète. C'était il y a 2-3 ans, c'est un peu comme le guide du petit futé, hein. Je ne sais pas si ça a été renouvelé ces derniers temps, mais c'était le cas en 2019. Donc, cette mémoire à laquelle je faisais allusion à propos des sources, hein, et de la naissance même de la religion juive, cette mémoire, il est important de la développer, mais de la développer à partir de faits tangibles et bien assis. Vous savez que les négationnistes sont à l'affût et contestent le nombre de morts. Donc, quand on annonce 6 millions, il faut prouver que c'est 6 millions et pas 4,5 millions. Donc, il faut que ce travail puisse continuer à se faire. Il va arriver un moment, sûrement, où les choses vont se bloquer. Alors vous allez me dire, qui peut être juste et comment devient-on juste? Alors tout d'abord, il faut savoir que c'est la plus haute distinction civile de l'État d'Israël. Si vous voulez, pour comparer ce qui est comparable, je crois savoir que la plus haute distinction civile en France, c'est Grand Croix de la Légion d'honneur. Mon colonel, je me trompe? Bon, merci. Grand Croix de la Légion, c'est l'équivalent de Grand Croix de la Légion d'honneur pour les civils là-bas en Israël. Alors il y a aussi des médailles qu'on donne aux militaires. Dans un pays en guerre, vous vous en doutez, il y a pas mal de médaillés.
mais il n'y a pas plus haut. Et comme c'est une distinction qu'on ne donne pas à la légère, comme pour la Légion d'honneur ou pour l'Ordre national du mérite, il y a une enquête très précise qui est réalisée. Donc, pour être juste, et je pense que beaucoup d'entre vous attendent des réponses à cette question-là, comment peut-on devenir juste? Pour être juste, il faut avoir 2 témoignages émanant l'un de la partie que je qualifierais de sauveuse, l'autre de la partie sauvée. Donc, le fermier qui a ouvert sa porte, je vais vous raconter de manière imagée au début de mon propos, qui a ouvert sa porte, son cœur, ses bras, et qui a donné à manger à celui qui avait faim. Et de l'autre côté, celui qui a bénéficié de ce service et de cette sécurité pendant qu'il était en danger. Il faut que les 2 témoignages soient des témoignages directs et concordants. La formule utilisée est la même en hébreu et en français, c'est « Je déclare sur l'honneur l'exactitude des faits suivants pour en avoir été le témoin direct ». Alors vous allez sûrement me poser la question, des témoins directs, il y en avait il y a 50 ans, il y en avait moins il y a 20 ans, et il y en a sûrement plus beaucoup aujourd'hui. Eh bien, si vous vous posez cette question, vous avez raison, et je me la pose aussi. Plus le temps passe, plus il est difficile d'établir des faits tangibles. Or, c'est un tribunal israélien qui décide qui devient juste et qui ne le devient pas. Et donc, aujourd'hui, les témoignages émanant quelquefois de témoins directs, mais le témoin direct, s'il a 85 ans aujourd'hui, ça veut dire qu'il avait 5 ans au moment des faits. Est-ce qu'un juge accorde beaucoup de crédibilité à un témoin qui a 5 ans? Dans le droit français, non. Dans le droit israélien, je n'en sais rien. Mais je crois que non également. Donc, il faut d'autres témoignages, il faut d'autres moyens de prouver les choses. Mais on s'achemine petit à petit vers la fin d'une époque. Et ça, vous le comprenez bien évidemment. Mais au risque de vous étonner, bon an, mal an, on délivre encore une bonne vingtaine de médailles en France tous les ans, y compris d'ailleurs en 2020, et cette année j'en ai délivré 2 à moi tout seul sur mon secteur géographique. Mais ça devient effectivement de plus en plus dur, et les dossiers deviennent de plus en plus épais parce qu'il faut multiplier les sources d'information. Autrefois, il suffisait que la famille sauvée, si elle était vivante encore, fasse son témoignage. La famille sauveuse, les gens qui les avaient cachés, ils avaient 30 ans, et 10 ans après la guerre, ils avaient 40 ans, ou 50 ans si c'était 20 ans, ils étaient encore suffisamment valides pour pouvoir témoigner. Aujourd'hui, ces témoignages sont presque toujours réfutés, et quand il m'arrive de m'en plaindre, moi aussi, parce que je tairai les noms parce que je suis tenu à une certaine obligation de discrétion, mais il y a un dossier en cours dans le nord de la Charente. Je suis malheureux comme les pierres de voir qu'il n'aboutira probablement pas. Vous allez comprendre, pour une raison toute simple, c'est que le témoignage vient de l'épouse de la personne qui a été cachée et sauvée, qui d'ailleurs était un résistant de la SSS, pas dit la SS, la SSS, section spécialisée de sabotage du côté entre Chasseneuil et Confolens. Il était caché là-bas, il faisait de la résistance et il était juif. Sauf que sa femme l'a épousé après la guerre. Et lui a raconté ce qu'il a fait pendant la guerre. Mais comme elle n'a pas été le témoin direct, son témoignage, il se balade entre Paris, Jérusalem et Angoulême, et puis ça tourne en rond. J'ai interpellé les juges qui sont là-haut et qui décident. Quand je dis là-haut, c'est Jérusalem. Pour des chrétiens,
Ça paraît logique qu'on dise là-haut quand on parle de Jérusalem, n'est-ce pas? Donc, ce qui m'a été opposé, et sincèrement, c'est irréfutable, c'est que cette médaille et ce diplôme, on dit médaille, mais il y a le diplôme de Juste. Vous la voyez passer de temps en temps d'ailleurs, normalement. Ça marche, ça marche. Ce qui en fait la valeur, c'est la stricte application des règles que nous-mêmes on a mis en place. Et c'est vrai que quand on vous dit ça, vous ne pouvez plus rien ajouter. Et si on commençait à tailler des croupières aux règles qu'on a instituées, je pense effectivement que la valeur de la médaille perdrait un peu de sa consistance. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Alors des justes, si vous voulez, il n'y a pas de hiérarchie dans les justes. Quelqu'un qui a caché pendant une demi-journée une personne qui était en danger, mais qu'il a été établi que s'il ne l'avait pas caché pendant cette demi-journée, son sort aurait été scellé, sort funeste aurait été scellé, ça vaut autant que l'agriculteur de la Creuse qui a caché pendant 3 ans et demi une famille avec 8 personnes à sa charge. Ce sont des justes à part égale, si vous voulez. Mais, quand même, de temps en temps, il y a des... J'ose pas dire super justes parce qu'il faut pas. Et il ne faut pas que vous répétiez que j'ai utilisé ce terme. Mais il y a par exemple, on en a parlé récemment, parce qu'il a été dans son pays panthéonisé, mais je ne sais pas si ça s'appelle là-bas au Portugal le Panthéon, un diplomate portugais qui était en poste à Bordeaux pendant la guerre et qui s'appelle M. Aristide de Sousa Mendes. M. Aristide de Sousa Mendes, qui était donc le représentant d'un gouvernement fasciste, allié des nazis, il faut le savoir, le Portugal et l'Espagne, Franco et Salazar, a délivré plus de 30 000 autorisations tamponnées pour pouvoir se déplacer, passer les frontières sans être inquiété et quitter la région de Bordeaux et passer en Espagne, Portugal, pour ensuite aller, certains rejoindre le général de Gaulle en Angleterre, d'autres Canada, États-Unis, Argentine, etc., là où l'herbe est plus verte, comme on dit. Il n'a pas fait carrière, sa carrière a été bloquée. Au Portugal, il a perdu son emploi une fois la guerre terminée, et il est mort dans la misère, ce monsieur, Aristide de Sousa Mendes. Dans le même style, il y avait un consul du Japon aussi, japonais, qu'on peut classer dans les justes haut de gamme. Et puis, en Hongrie, le consul de Suède, M. Raoul Wallenberg, qui est très connu lui aussi. Voilà. Donc ce sont des justes, mais la médaille de M. Aristide de Sousa Mendes ne vaut pas plus pour autant que celle du paysan de Corrèze ou de Creuse auquel je faisais allusion tout à l'heure. Sachant quand même que ça ne doit pas être facile de désobéir aux ordres quand on est diplomate. De même que ça n'était pas facile aux 68 gendarmes et policiers français qui ont été faits justes parmi les nations. Je ne connais pas la proportion de policiers et de gendarmes, donc je ne chercherai pas à établir une balance entre les deux, parce que je ne veux pas alimenter un vieux conflit entre ces deux corps constitués de la République française. Mais des gendarmes se sont posé la question de l'iniquité des ordres qu'on leur donnait. Alors, les gendarmes autrefois, c'était dans les campagnes et les policiers dans les villes. Mais beaucoup de policiers, enfin, on a des tas de témoignages qui ont été recueillis, où les agents de police passaient en disant à Paris, on va revenir dans 1 heure, arrangez-vous pour plus être là. Alors les gens le croyaient ou pas, se sauvaient ou pas, mais au moins
ils avaient fait leur job au sens moral du terme. Et pareil avec des gendarmes. Je connais mieux ce qui s'est passé en Charente. Je peux vous dire qu'à une exception près, tous les gendarmes de Charente se sont très bien comportés pendant la guerre. Et quand ils ont fait leur boulot en traînant des pieds, il y avait les feldgendarmes allemands derrière eux. Vous savez, ces gens qui avaient une espèce de pectoral d'acier qui faisait du bruit, là. Donc, des justes, il pouvait y en avoir dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie. Des employés administratifs, des secrétaires de mairie. Ici, à Angoulême, c'est une dame qui travaillait à la préfecture qui a sauvé 2 enfants en bousculant les policiers et les soldats allemands qui étaient devant le conservatoire. Vous savez que ça s'est passé au conservatoire de musique, hein. Je ne le précise pas, je considère que vous le savez tous. Qui les a bousculés et qui a pris 2 enfants par la main en disant « c'est mon neveu, c'est ma nièce ». Il fallait quand même en avoir du courage pour agir ainsi. Tout le monde n'a pas eu ce courage. Et tout à l'heure, je vous disais de réfléchir sur ce que vous auriez fait, vous, en 1942, si vous aviez vu débarquer chez vous des gens comme ça, juifs ou pas juifs, mais pourchassés par les Allemands et le gouvernement de Vichy. On ne sait pas ce qu'on aurait fait, vous savez. Ce n'est pas si simple que ça, là, de donner une réponse. En conclusion provisoire, et juste, monsieur ou madame tout le monde. Il y a vraiment toutes les couches sociales qui sont représentées et tous les corps de métier. En Charente, puisqu'on est dans un lieu de religion chrétienne ici, Sœur Saint-Cybar à l'Éther. Sœur Saint-Cybar était, paraît-il aussi, alors je ne sais pas si elle était résistante ou chef de réseau de résistance, et c'est pour la mettre à l'abri un petit peu, et la petite fille Josie Lévy qu'elle a cachée, que sa hiérarchie l'a envoyée à l'Éther, qui est un endroit quand même assez reculé dans le Conflans-Lantais, pour éviter que les soupçons ne pèsent pas trop vite sur elle. Il y a un monsieur ici qui s'appelle Jean Quéruzoré, qui était ingénieur chimiste et qui travaillait à La Couronne. Il y a ici les couples brillants, c'était des gens très modestes et qui sont les grands-parents de monsieur le maire de Château-Bernard, qui est également conseiller départemental de la Charente. Ici, à Angoulême, madame Lucie Landré, qui était institutrice et qui a sauvé 2 petites filles, Charlotte et René Wegner. Ces noms vous disent quelque chose? Je pense qu'il y a des sœurs optimistes ici, bien représentées, mesdames. Donc vous connaissez, et bien sûr, madame Landré et les 2 petites filles qu'elle a sauvées, etc. Voilà. Ils n'y sont pas tous, malheureusement, on n'a pas des photos de tous les justes. C'est dommage. Les justes de Charente ont tous, les 26 dont on parle, été reconnus pour le dernier il y a 10 ans. Et ensuite, 11 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 28 ans. Donc ce sont des dossiers qui se sont un petit peu perdus. Et pour faire le travail d'identification et de recherche de documents actuels, on a eu beaucoup de mal. Et vous le verrez tout à l'heure quand on vous les distribuera. Il y en a qui sont mieux documentés que d'autres, mais c'est assez déséquilibré pour cette raison-là. On ne récompense pas les justes que par la médaille. Il y a, après que cette médaille a été accordée, ça donne lieu à une cérémonie. Vous avez assisté, je crois, les uns les autres, à quelques cérémonies de remise de médailles. C'est un moment très fort, un moment émouvant. Mais le lendemain, chacun reprend ses activités et on n'oublie pas, mais enfin, ça s'effiloche, ça s'estompe très vite. Pour éviter cela, et en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne va plus tellement pouvoir donner de médailles bientôt, puisque le combat va cesser faute de combattants. On a décidé à Yad Vashem de créer ce qu'on appelle des lieux de mémoire, c'est-à-dire des plaques commémoratives, des stèles,
de donner à une école le nom des Justes, un rond-point dans la ville, un lieu où tout le monde va. On plante un arbre qui s'appellera l'arbre des Justes, etc. Le but est de pérenniser cette mémoire, parce qu'un monument, il est là, il reste là. On passe devant, au bout d'un moment, peut-être qu'on s'y habitue, mais on le voit. Celui qui ne connaît pas, il voit l'expression « juste parmi les nations », il se demande qu'est-ce que ça veut dire, cette expression bizarre. Il a envie, peut-être, peut-on l'espérer, d'en savoir davantage. Donc, l'étape suivante, qui est en cours, c'est de créer des lieux de mémoire. Ici, en Charente, on en a fait quelques-uns. Il y en a un à Salle-d'Angle, il y en a un à Chabanais, il y en a à Angoulême, puisqu'il y a les plaques au conservatoire qui honorent et les victimes et les justes en dessous, hein, vous connaissez bien. Il y en a où Chabanais, je l'ai cité, Salle-d'Angle, les terres, aussi les terres, oui, les terres, récemment les terres, on l'a fait il y a 2 ans. Voilà, le but est d'entretenir cette mémoire, parce que ce qui est important, effectivement, aujourd'hui, surtout que les remises en cause de cette réalité historique sont de plus en plus fortes, de plus en plus fréquentes, il faut avoir les moyens de lutter contre. Et pour lutter contre, il n'y a guère que des témoignages à caractère historique. Il ne s'agit pas de dire, de rester dans l'à peu près. Et pardon si je le répète, mais il faut s'appuyer sur des chiffres fiables. Aujourd'hui, par exemple, on est à 27 330 justes dans le monde. 27 330. Alors c'est un chiffre qui évolue lentement, mais tous les jours un peu. 4 130 justes de France. 26 justes en Charente. Voilà. Alors 27 000, ça peut paraître beaucoup. 4 130, c'est le 2e chiffre le plus élevé. Alors quand on dit au monde, c'est en Europe. Hein. Il y a bien quelques justes en Australie, il y en a un ou deux en Argentine. Il y en a dans les pays arabes, c'est intéressant et important de le signaler. L'un des derniers, par exemple, c'était en Égypte. La mosquée de Paris, le recteur de la mosquée de Paris a été fait juste parmi de l'époque, a été fait juste parmi les nations. Et le fait de citer la mosquée me fait penser à quelque chose. Beaucoup de gens croient que quand dans une commune il y a eu beaucoup de justes, j'étais il y a quelques jours au Chambon-sur-Lignon, par exemple, Haute-Loire. Haute-Loire, c'est ce qu'on appelle le plateau Cévenol, où les villages autour du Chambon ont caché plus de juifs qu'il n'y a d'habitants dans ces villages. Il faut le faire parce que c'était quand même une zone gérée par le gouvernement de Vichy et où il y avait des Allemands. Hein. Ça paraît complètement incroyable, surtout. Et Chambon est le village le plus emblématique. Rien qu'au Chambon, il y a une douzaine de justes. Mais il y a d'autres endroits. Il y a un endroit, le bien nommé, un village de la Drôme qui s'appelle Dieu-le-Fit. Dieu-le-Fit a beaucoup de justes. Et ce sont des communes qui ont demandé à être honorées spécifiquement. Et la médaille de juste ne peut être délivrée qu'à une personne physique. Donc, Yad Vashem ne peut pas reconnaître qu'un village tout entier soit reconnu lui aussi juste parmi les nations. Parce qu'il y en a d'autres. Moi, j'ai connu, j'ai même quasiment habité à Moissac. Moissac, Tarn-et-Garonne, pour ceux qui ne connaissent pas la géographie. À Moissac, figurez-vous, il y avait une école où on a envoyé les organismes qui s'appellent l'OSE et l'UGIF, œuvre de secours aux enfants, et l'Union générale des Israélites de France. Ce sont 2 organismes juifs, aidés par des organismes, par la CIMAD notamment, protestante, mais des organismes catholiques également, ont créé une école à Moissac pour, pendant la guerre déjà, des orphelins, ou ceux dont les parents avaient disparu, on ne sait pas ce qu'ils étaient devenus,
Donc ils étaient potentiellement orphelins, mais pas forcément. En tout cas, ils n'avaient pas leurs parents avec eux. Et puis, ceux qu'on essayait de soustraire à la haine et au dynamisme des séides vichistes qui cherchaient à enlever tous les enfants, y compris des bébés. Hein. Vous connaissez l'histoire là aussi. Et à Moissac, petit village gros village du Tarn-et-Garonne, Moissac est connu pour son chasselas. Mais maintenant, moi, je connais, et je ne connaissais pas l'histoire quand j'y habitais, j'avais 20 ans, et à 20 ans, j'avais d'autres soucis, d'autres préoccupations que la Shoah, qu'on n'appelait pas encore la Shoah d'ailleurs. Dans cette école, il est passé 800 enfants. 800 enfants, dont 400 en même temps. 800, c'est tous ceux qui sont passés d'une année sur l'autre. Imaginez 400 enfants, c'est un collège de taille moyenne. Il faut les nourrir. On avait des bons d'alimentation, les gens, ils n'avaient déjà pas de quoi manger. Il faut les éduquer, c'était le but, puisque c'était une école d'apprentissage. Il faut les soigner quand ils sont malades. Vous imaginez une crise d'appendicite, qu'est-ce qu'on fait du gamin? Sous quel nom on va l'envoyer à l'hôpital à Montauban, à côté, enfin, pas très loin, etc., etc. C'est un miracle qui a duré 2 ans et demi, 3 ans. Et là-bas, j'ai connu un des survivants de cet endroit, je souris parce qu'il prétendait être le plus jeune résistant de France, et c'est vrai qu'il avait 8 ans et demi quand il était là-bas, et il transportait pour la résistance dans son guidon de vélo, l'histoire classique qu'on a vue au cinéma. Et ce monsieur, certains l'ont peut-être connu, puisque je crois savoir qu'il y a des médecins ici, c'est un grand chirurgien qui s'appelle Jean-Raphaël Hirsch, et qui a été notre président pendant quelques années. Il est mort maintenant, hein, paix à son âme. Et il est passé par là, il a écrit un livre. Et à Moissac, moi qui ai habité dans le Tarn-et-Garonne, juste à côté de Moissac, j'avais jamais entendu parler de ça. Et je suis né après la guerre, hein, malgré mon âge canonique aujourd'hui. Je suis heureux de dire dans ce cénacle que le premier juste nommé en France s'appelait M. Jean Fleury. Il était de Fougères, donc Fougères, c'est la Sarthe, hein, je crois. Ille-et-Vilaine, merci Jean-Louis. Et il était prêtre catholique. Donc le premier juste de France, c'était un prêtre catholique. Je suis heureux de le préciser ce soir. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les justes. Je n'ai pas tout dit. Alors j'aimerais remercier Monsieur le Président Gérard Benguigui pour ce témoignage, cette conférence. Merci aussi à Monsieur le conseiller municipal Raphaël Manzanas pour votre présence